Daniel Cohen. Troisième chapitre de Place au débat au cœur de la fête des solidarités. Il est aujourd'hui question de finances à l'échelle mondiale, un vaste débat au sortir de la crise. Pour en parler, Daniel Cohen, économiste français, Thierry Baudson, représentant du syndicat FGTB et Ahmed Laouej, sénateur PS. Nous vous proposons de revivre en intégralité ce débat de société. Si on veut une image, ça fait penser à une hydre, c'est-à-dire qu'on coupe les têtes et elles renaissent sans cesse, c'est-à-dire qu'on régule un segment, il y en a un autre qui surgit. C'est la difficulté de la finance internationale, c'est cette capacité de se reconstruire sur les rives qu'on a cru endiguer. Et donc c'est un travail sans fin que de la dompter, de la réguler. Alors la finance mondiale pour moi, la citation d'un certain Robert Sarnoff, que je ne connais pas plus que ça, qui visiblement est l'ancien patron d'un groupe industriel médiatique américain, qui d'ailleurs a eu des problèmes avec le fisc américain, et qui disait de la finance c'est l'art de faire passer l'argent de main en main jusqu'à ce qu'il ait disparu. Ce que je retire de cette citation, c'est que la finance mondiale aujourd'hui s'est distinguée toutes ces dernières années, encore aujourd'hui, par de l'opacité à plusieurs niveaux. D'abord, la difficulté de comprendre ses ressorts, en ce compris pour les observateurs les plus avertis, mais surtout, et c'est là où il y a un énorme problème, par le monde politique, ceux qui sont chargés de pouvoir mettre en place des cadres réglementaires légaux pour réguler, contrôler. Donc une opacité liée à la complexité de son fonctionnement. Et puis aussi, je vois dans cette phrase le problème de ce que la finance a été destructrice de ce que l'on appelle l'économie réelle. J'aurai peut-être l'occasion de revenir sur ce que j'entends personnellement par l'économie réelle, à distinguer de l'économie virtuelle. Je vois aussi dans cette citation l'art de faire passer l'argent de main en main jusqu'à ce qu'il ait disparu, sur l'effet néfaste, destructeur, que la finance mondiale, la financiarisation de l'économie a pu avoir sur l'économie réelle. Voilà Arnaud. Merci. Et alors, le troisième intervenant, c'est Thierry Baudson, secrétaire général de la FGTB Wallonne. Je vois qu'il y a déjà des dessins qui arrivent derrière. Je ne sais pas si c'est l'illustration de la finance internationale selon Thierry Baudson. Oui, en fait, j'ai choisi ces deux dessins-là. Pourquoi ? Parce que, pour être très bref, je trouve qu'ils représentent assez bien le fait que ces dernières années, en tout cas, mais à mon avis déjà depuis bien plus longtemps, malheureusement, la finance internationale, c'est un jeu pour un certain nombre de financiers, mais c'est une véritable catastrophe pour la plupart des gens à travers le monde entier. Et je trouve que le dessin qui est à votre droite représente assez bien cela. Et je trouvais qu'il manquait quelque chose sur ce dessin de droite, c'est que sur la tête de ces financiers-là, j'aurais bien mis un entonnoir, parce que je pense que non seulement ils sont dangereux, mais ils sont fous. Et ils sont même stupides, parce qu'ils sont les seuls à avoir cru que les arbres montent jusqu'au ciel. Merci Thierry. Donc ce qu'on va faire aussi avant de lancer le débat proprement dit, c'est de voir un peu ce qu'en pensent des citoyens en Wallonie. Les organisateurs ont été faire un petit micro-trottoir et donc ils ont préparé une petite vidéo qu'on va visionner tout de suite pour voir un peu ce que pensent les gens dans la rue de la finance internationale. Si je vous parle de finance internationale, vous, ça vous inspire quoi ? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Bande de gangsters. La crise. Avec les récents événements, on ne s'est pas pensé à autre chose que la crise de l'endettement et la crise bancaire. Pour le moment, ça va pas super bien, quoi. Autant chez nous que chez les autres, donc voilà, j'ai l'impression que c'est un peu le mot en M. Un système compétitif, beaucoup d'inégalités entre les pays riches et les pays pauvres. Mais le crash des banques en 2008 et la mauvaise gestion du pays en général et comment on a solutionné le problème, c'était pas tellement l'idéal. Est-ce que vous avez encore confiance dans vos banques ? Dans le système bancaire, non. À mon avis, ce qui serait bien, c'est mon avis, mais c'est avoir carrément une banque nationalisée. Et là, j'aurais confiance, mais actuellement, non. À partir du moment où l'argent produit de l'argent, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. L'argent n'est plus un moyen, il est une fin.
Vous, si vous étiez un acteur politique ou si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez dans ce système bancaire? Séparer tout à fait l'épargne et du citoyen, je veux dire, ses comptes et ceux qui veulent faire des placements à risque, de manière tout à fait séparée. C'est indispensable selon vous? Oui, ça c'est sûr. Et donc je propose de commencer par cette question à nos trois intervenants. D'abord, qui répondent rapidement, est-ce qu'ils pensent que la finance est domptable, oui ou non, mais surtout qui nous expliquent comment faire pour la dompter, s'ils pensent que c'est possible. Si on prend la finance, on va dire au ras des pâquerettes, c'est-à-dire la production de richesses par des établissements financiers régulés ou non régulés, est-ce que ça c'est domptable? Je pense que oui. Dans les années d'après-guerre, après la crise des années 30, on a mis au point une série de régulations bancaires très strictes qui ont fonctionné. Il n'y a pas eu de crise bancaire entre 1945 et 2005. Il y a eu une ou deux banques qui ont fait faillite, Continental Illinois aux États-Unis, mais il n'y a jamais eu une prise de possession par la finance de la conduite du monde comme celle qu'on a observée au cours des 30 dernières années, et surtout il n'y a jamais eu de grande crise systémique. Maintenant, la deuxième question, et là c'est beaucoup plus compliqué, c'est non pas la finance, mais j'ai envie de dire la financiarisation du monde. Le fait qu'aujourd'hui, le monde réel est lui aussi entièrement dicté par des impératifs financiers d'une manière qui n'existait pas du tout dans les années 50-60. La financiarisation du monde qui commence dans les années 80, c'est très au-delà des flux financiers dont on parlait. C'est un nouvel esprit du capitalisme, pour reprendre une expression d'autres sociologues français, qui progressivement va changer le fonctionnement interne des entreprises, où l'objectif de rentabilité financière va prendre le pas sur tout le reste et démanteler par étage, progressivement, par appartement, la construction du monde industriel au préalable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les différentes classes sociales n'ont plus cette solidarité. Les patrons, qui auparavant étaient des salariés comme les autres, ils gagnaient 20-30 fois comme leurs propres employés, et d'une certaine manière, ils partageaient les mêmes objectifs. Il s'agissait de faire croître les gains de productivité pour que leurs propres augmentations de salaire, étant conditionnées à celles de leurs ouvriers, puissent aller au plus vite possible. Dans les années 50-60, aucun patron n'aurait conçu de s'augmenter alors que, parallèlement, il baissait le salaire de ses ouvriers. C'était juste pas possible. Et là, question, est-ce que ça c'est domptable? Oui, il n'y a pas de raison, bien sûr, sinon à quoi sert la démocratie et la volonté politique? Mais là, c'est beaucoup plus difficile. Donc on a véritablement changé de monde. La finance est à l'origine de ça. C'est elle qui, dans les années 80, découpe les entreprises, les vend par appartement, crée de la valeur, et puis ensuite les nouvelles technologies, Internet, va prendre le relais et créer un terrain de jeu qui est à l'origine, je crois, de ce nouvel esprit du capitalisme très compliqué. Comme par hasard, dans les années 80, c'est toujours les entreprises les plus syndicalisées qui sont les premières à subir ce traitement du re-engineering, comme on l'a appelé dans les années 80, c'est-à-dire de couper en tranches, de supprimer des tâches, etc. C'est en effet, pour moi, le cœur de la financiarisation, un nouveau rapport aux hommes, à la production, qui, tout d'un coup, fait de la recherche de la rentabilité, ici et maintenant, l'alpha et l'oméga, la boussole du monde, et ce qui rend difficile de dompter ce nouveau monde, de passer à un nouvel esprit du capitalisme, c'est que ce n'est pas juste la finance, c'est la finance, plus les nouvelles technologies, plus la mondialisation. Je pense profondément qu'au niveau syndical, mais au niveau de la gauche dans son ensemble, nous n'avons pas été, face à la situation qui vient d'être décrite, nous n'avons pas été capables de transformer les outils de répartition de richesses qui fonctionnaient plus ou moins correctement durant certaines décennies, mais qui étaient organisés à un niveau national. On n'a pas réussi à les faire évoluer vers le niveau européen au minimum. Et donc, très concrètement, la fiscalité, l'impôt, qui est quand même un des outils par excellence de répartition des richesses, est aujourd'hui encore organisé et de compétences nationales, et les pays veulent jalousement conserver la souveraineté, je vais dire, de ce genre de décision.
Et donc, ça provoque le dumping fiscal qu'on connaît aujourd'hui. Je pense que la mesure phare que l'ensemble de la gauche et que les organisations syndicales au niveau européen devraient défendre, une seule, en tout cas la première, qui pourrait peut-être nous permettre de rebondir, c'est d'avoir un impôt au niveau européen, un impôt des sociétés qui s'organisent au niveau européen. Un impôt minimum, j'ai envie de dire, ce n'est pas tout à fait vrai, mais je me fiche un peu de savoir à quel niveau il sera, parce que si on met un impôt des sociétés à 20% au niveau européen, on sait bien que le plancher sera la règle générale. Mais au moins, tout le monde sera à ce plancher-là et la concurrence dont Daniel a parlé sera en partie, en tout cas, un peu mieux cadrée. Deuxième élément où on n'a pas, je pense, pris la pleine mesure de l'évolution, en tout cas on ne s'est pas adapté, ce sont les outils de protection sociale. Les outils de protection sociale qui, à nouveau, dans des pays comme les nôtres, ont fonctionné plus ou moins bien, mais ont été construits, pour ce qui nous concerne en tout cas, juste après la guerre 40-45, de nouveau avec un système de prélèvement de cotisation, un système de couverture, que ce soit pour le chômage, la pension, la maladie, organisé à un niveau national. Aujourd'hui, il faut, et à mon sens, le plus rapidement possible, mais ce sera compliqué, essayer de construire quelque chose au niveau européen, sinon on va continuer à assister à une déconstruction, pièce du puzzle par pièce du puzzle, de la protection sociale dans l'ensemble des pays européens. Alors imaginons que vous avez une baguette magique, on est dans un monde imaginaire, vous êtes le roi de l'Europe ou le roi du monde, vous pouvez décider de dompter la finance à partir de cette double dimension. Quelles seraient les 2-3 mesures que vous adopteriez directement, à la fois pour réguler ce système financier international qui produit des bulles et des crises systémiques, mais aussi pour définanciariser cette économie réelle, ou en tout cas faire en sorte qu'on ramène la finance au service des droits sociaux et du travail décent. Oui, voilà une question qui est fondamentalement politique. Elle est fondamentalement politique parce que de considérer que la finance est domptable, ça n'est pas une vue de l'esprit, c'est quelque chose de possible. Très difficile, mais possible. Alors il y a, me semble-t-il, deux façons d'aborder le problème. Il y a la façon qui est très absente du débat politique pour le moment, qui est celui de la limitation du profit. Autrement dit, c'est de dire qu'il faut pouvoir considérer que la réalisation d'un profit peut se faire, doit se faire dans certaines limites. C'est évidemment un débat politique difficile parce que c'est une attaque frontale contre le capitalisme. C'est quelque chose qui d'ailleurs est aujourd'hui totalement absent du débat, sauf de ceux qui restent dans une approche politique radicale, qui est l'approche de la collectivisation des moyens de production, parce qu'une façon de dompter la finance, c'est de la faire disparaître. Pour l'illustrer, un cadre supérieur d'une banque belge a récemment publié une carte blanche, enfin quand je dis récemment, c'était il y a un peu plus d'1 an, carte blanche, expliquant que selon lui, il fallait pouvoir introduire dans le secteur financier la notion de profit raisonnable. Ce cadre supérieur a perdu son emploi. À partir du moment où on ne peut pas contraindre le capitalisme à limiter ses profits, donc autrement dit à le faire fonctionner d'une manière telle qu'il ne prenne pas un certain nombre de décisions qui puissent nuire à la fois aux entreprises mais aussi au tissu social dans son ensemble, il reste alors les réformes qui visent à l'encadrement du capitalisme financier et du secteur financier en particulier. Alors cet encadrement, il passe par quoi? Il passe par ce qui se fait plus ou moins pour le moment au niveau européen, quelques balbutiements de réformes structurellement du secteur bancaire. Et là, qu'est-ce qu'on peut poindre? On peut poindre d'abord le fonctionnement du secteur financier lui-même et des marchés financiers eux-mêmes. Autrement dit, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on ne fasse pas n'importe quoi sur les marchés financiers. Autrement dit, de dire par exemple que les produits comme les subprimes est quelque chose qui ne peut pas être commercialisé sur les marchés financiers. De considérer que la spéculation sur les denrées alimentaires est quelque chose qui non seulement doit être considéré du point de vue moral comme inacceptable, mais qui ne peut pas exister en dehors des opérations de couverture. C'est aussi
de considérer qu'une banque ne peut pas mobiliser l'épargne des citoyens, des populations, pour faire de la spéculation pour compte propre. On doit pouvoir aussi faire en sorte que la recherche de rentabilité à court terme ne soit pas motivée par des politiques salariales qui conduisent les cadres supérieurs, les employés, les traders, etc., à prendre des positions qui, à la fois, mettent en péril leurs propres établissements bancaires, mais qui peuvent aussi avoir des impacts négatifs sur le fonctionnement de l'économie et sur le tissu social. C'est aussi, bien entendu, ça c'est pouvoir encadrer, réglementer de manière drastique ces fameux produits dérivés qui constituent l'essentiel des échanges financiers mondiaux, qui à la base étaient des produits de couverture, mais qui, par toute une série de mécanismes, la titrisation en particulier, sont devenus des opérations de pure spéculation. C'est aussi, par exemple, interdire la spéculation contre les dettes souveraines, autrement dit, d'interdire la spéculation contre les États. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Et je vais essayer d'être le plus objectif possible. Au niveau européen, on doit pouvoir observer un certain nombre d'observations positives. La volonté, par exemple, d'avoir une union bancaire, autrement dit, d'organiser le contrôle macro-prudentiel, micro-prudentiel au niveau le plus élevé qui soit au niveau de l'Union européenne, me semble être une bonne chose. On n'y est pas encore, les choses doivent encore se mettre en place, mais c'est l'idée progressivement de parvenir à un gendarme européen du secteur financier. Ça, c'est quelque chose de positif. Deuxième élément positif que j'observe au niveau européen, c'est le discours politique et déjà un certain nombre de décisions en matière de lutte contre les paradis fiscaux et les paradis bancaires. Le troisième volet qui me semble intéressant au niveau de l'Union européenne, même s'il y a là aussi nécessité de faire une évaluation, c'est la réglementation des agences de notation. On n'en a pas parlé, je crois que c'est important. Ils ont joué un rôle, je dirais, important, dans le déclenchement de la crise financière, non pas comme des acteurs, je dirais, positifs au sens où ils ont posé des actes qui auraient conduit à la crise financière, mais au contraire par le fait qu'ils n'ont pas joué le rôle qu'ils prétendaient jouer. Autrement dit, de faire une évaluation qui soit plus ou moins précise de la manière dont les établissements financiers, les acteurs financiers géraient leurs risques, procédaient à leurs évaluations internes, etc. Là, de ce point de vue, l'Union européenne, par de premiers textes qui sont déjà l'objet de compromis, demande aux agences de notation qui souhaitent opérer dans l'espace européen de pouvoir justifier leur critériologie, donc les critères à partir desquels ils procèdent à des évaluations, a mis en place aussi un certain nombre de règles qui permettent de mieux identifier ceux qui détiennent le capital de ces agences de notation, parce qu'il est apparu, c'est toujours le cas, hein, que les choses soient claires, c'est toujours le cas, il est apparu que ces agences de notation étaient elles-mêmes détenues par des sociétés qui faisaient l'objet d'évaluation. Enfin, c'est vous dire un peu, si vous voulez, l'absence d'objectivité qui présidait à leurs évaluations. Mais donc ça, c'est un troisième volet qui me semble intéressant. L'autre volet, intéressant aussi au niveau de l'Union européenne, des règles en matière de liquidité. Et ça n'est pas une mauvaise chose, c'est-à-dire que fondamentalement, dans les relations interbancaires, les banques se faisaient visiblement à ce point confiance qu'elles pouvaient se priver de liquidités, étant sûres que le lendemain, une autre banque pouvait mettre des liquidités à leur disposition. Je crois que c'est un problème qui a clairement été identifié dans l'analyse de la crise financière et qui a été pris en compte par ceux qui, plus ou moins, réfléchissent à la manière dont on doit un peu mieux encadrer le secteur financier, le secteur bancaire en particulier. Est-ce que vous pensez que ces décisions d'union bancaire, de fonds propres imposés aux banques et autres ont changé fondamentalement le modèle du système financier? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous proposeriez comme alternative ou comme solution additionnelle? Je suis très inquiet sur ce qu'on est en train de fabriquer. Parce que l'union bancaire, telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est donner à la Banque centrale européenne un pouvoir de supervision. Très bien. Mais il n'y a en face rien ou quasiment rien en réalité pour régler le problème de banques dont on aurait identifié qu'elles sont en difficulté. On n'a pas
en réalité de mécanismes européens efficaces pour venir au secours des établissements fragiles. On est peut-être, je dis ça, peut-être pour forcer le trait, mais je le pense en réalité sincèrement, en train de fabriquer peut-être le pire des mondes, c'est-à-dire une supervision européenne qui va dire « toi t'es pas bien, toi ça va pas, etc. » parce que sa crédibilité sera en jeu, sans compromis avec les réalités de l'établissement, sans filet de sécurité pour l'établissement en question. Mais ça peut être une bombe à retardement extraordinaire. L'Espagne a été donnée en exemple avant la crise d'un pays bien géré. La dette était la plus faible de l'ensemble des pays européens. Les banques étaient gérées d'une manière qui était donnée en exemple, puisqu'on leur demandait de faire des provisions contracycliques, d'augmenter leur... Donc c'était le cas type d'un pays qui faisait bien les choses. Il a été entraîné par l'éclatement d'une bulle immobilière, et au bout du compte, il se retrouve seul, sur sa seule signature, à devoir éponger les pertes qui ont été faites par les établissements bancaires sans pouvoir compter sous aucune forme de solidarité européenne. Par rapport au monde bancaire, que j'aurais bien voulu, au-delà d'un pôle bancaire public, mettre en avant, c'est le rôle de la Banque Centrale Européenne, dont on n'a pas parlé ici, qu'il faudrait, je pense, faire évoluer, en plus en entendant l'analyse critique concernant le mécanisme européen de stabilité. Là, de nouveau, il s'agit d'un enjeu qu'il faut vraiment prendre à bras-le-corps au niveau de la gauche en général. Arrêter de dire que, ben oui, il faudrait quand même modifier sensiblement les statuts de la Banque Centrale Européenne pour qu'elle puisse, par exemple, prêter directement aux États, alors qu'il me semble, mais de nouveau, je ne suis pas un spécialiste, qu'il y a peut-être d'autres mécanismes qui pourraient être imaginés, comme par exemple faire jouer un rôle intermédiaire à la Banque européenne d'investissement pour ce qui concerne des prêts auprès des pays qui en ont besoin. Si on devait demander à un économiste un bouton sur lequel appuyer ici et maintenant, je ne parle pas des grands problèmes de fond qu'on a évoqués, mais du point de vue conjoncturel, du point de vue de la situation macroéconomique de la zone euro, si on devait appuyer sur un bouton, je crois que ce ne serait pas plus de déficit, etc., même si, encore une fois, je crois que la course à la réduction des déficits est catastrophique sur la croissance. Mais s'il y avait un bouton simple, je crois que ce serait tout bêtement de revaloriser les salaires allemands de 20%. Voilà. Si on pouvait faire ça en 4 ou 5 ans, la situation serait totalement différente. D'abord, ça redonnerait du pouvoir d'achat aux consommateurs, aux salariés, aux consommateurs allemands, ça redonnerait de la croissance, et puis ça nous retirerait cette épine du pied dont on ne sait pas comment sortir, qui est le déséquilibre de coûts relatifs qui s'est créé au cours des 10 dernières années entre, en gros, l'Allemagne et puis tout le sud de l'Europe, dans lequel il y a la France, l'Espagne et l'Italie, c'est-à-dire en gros le gros des troupes. L'aspect syndicat européen sur lequel je pense quand même sincèrement qu'on avance pas mal au cours de ces dernières années. Anne de Melen, ma collègue, passe un temps immense à l'intérieur de la CES pour essayer de faire avancer un certain nombre de choses par rapport notamment au salaire minimum et autres. C'est pas simple. C'est d'autant moins simple, en parenthèse, quand on est en Belgique, parce qu'il faut savoir que les salaires ne peuvent progresser en Belgique que dans le cadre d'une norme salariale qui est en fait une comparaison, un plafond, qui est imposé aux négociateurs pour 2 ans, patron syndicat, et qui est simplement de vérifier que nous ne dépasserons pas, pour faire simple, la moyenne des augmentations en Hollande, en France et en Allemagne. Et donc, la situation en Allemagne pèse doublement sur les salaires en Belgique, puisque dans l'ensemble, en plus du pot, les salaires allemands, à eux seuls, pèsent plus ou moins 50% de l'ensemble des salaires des 4 pays que j'ai cités. Donc, quand les salaires n'évoluent pas en Allemagne, il y a une pression, une sorte de cercle vicieux qui se met en place pour les 3 autres pays. La répartition des richesses au-delà des salaires, je l'ai dit, c'est aussi un renforcement de la protection sociale, d'une part, et à l'intérieur de la protection sociale, des revenus de remplacement. Quand vous rajoutez 300 € au salaire de Johnny Tace, qui en a déjà je ne sais combien de milliers par mois, le patron de la Poste en Belgique, qui gagne 2 fois plus que Barack Obama, eh bien, les 300 €, vous lui donnez en plus, il ne les consommera pas, il les mettra sur son carnet d'épargne s'il en a un. Quand vous donnez 300 €
à un salarié qui a 12 ou 1300 euros en moyenne par mois, je peux vous assurer qu'il va les consommer jusqu'au dernier euro. Et de nouveau, c'est en cela qu'une juste répartition des richesses est vraiment un outil de redéploiement économique. Et on ne le dit pas assez, et on tombe dans des aberrations incroyables. Comment se fait-il qu'on accepte cette rigueur, même dans des pays où ça n'a aucun sens? Les gouvernements, depuis une dizaine d'années, depuis peut-être un peu moins 5-6 ans, au Grand-Duché de Luxembourg, sont entrés dans des politiques de rigueur, et c'est un pays qui n'est pas endetté. Expliquez-moi pourquoi. Voilà, merci. Donc on arrive au bout de ce débat.